Bonjour la Freediving Family, cet épisode est sponsorisé par Planète Apnée. C'est une école dédiée à 100% à l'apnée. Basée sur le lac d'Annecy, elle vous propose un large choix d'activités, de l'initiation à la formation instructeur, AIDA ou CMAS. Vous pouvez être coaché par Simon ou Adeline, ou tout simplement venir en autonomie et en toute sécurité. Les départs se font directement du bord, et pour les explorations et les sorties à plus de 40 mètres de profondeur, c'est départ en bateau. Planète Apnée organise aussi des séjours apnée sur mesure pour les clubs. Vous trouverez plus d'informations sur www.planetapnée.fr. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Bornes-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Manon. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Salut la Freediving Family. Aujourd'hui, nous partons du côté des lacs, de l'eau douce et de la glace, avec Benjamin Allègre, qui est à la tête de l'école Apnée Léman. Ben, en plus d'être un instructeur d'apnée, il est préparateur mental. Un peu comme Bart sur le podcast Extraterrien, j'ai voulu tester une mini-séance en direct pour parler de mes freins et de mes peurs vis-à-vis de la profondeur. Et Benjamin vient me conseiller en direct en jouant son rôle de préparateur mental. J'espère que mon cas, c'est un cas pratique, va permettre d'aider certains d'entre vous à débloquer quelques problèmes vis-à-vis de la quête de profondeur. Dans cet épisode, nous reviendrons aussi sur le parcours militaire de Benjamin, avec son passage notamment dans la formation du 13e régiment des dragons parachutistes. C'est un service de renseignement tout-terrain. J'adore leur nom, les dragons parachutistes. On dirait une équipe de super-héros tout droit sortis de Marvel. Eh bien non, c'est l'armée de terre, fabriquée en France. Nous parlerons de l'apnée sous glace, qu'il pratique dans un lac à côté de Évian. Il nous parlera de l'organisation de la sécurité, des sensations, de la logistique et des belles rencontres qu'il a vécues en tant qu'instructeur. Mais attention, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Benjamin Allègre vous fait gagner un bon pour une initiation d'apnée sous glace. C'est 1h30 de découverte. Vous n'avez pas besoin d'être un apnéiste aguerri, vous pouvez même être débutant et venir participer à cette initiation d'apnée sous glace. Alors rendez-vous sur Instagram, sur la page Freediving Family et celle de Apnée Léman pour découvrir comment participer. C'est très simple, il suffira de vous abonner, de liker, partager les informations sur Instagram. Mesdames et messieurs, les amoureux du Grand Bleu, je vous souhaite une très bonne écoute. Mais avant, s'il vous plaît, abonnez-vous et notez 5 étoiles le podcast. Depuis 6 semaines, la FF est dans le top 100 des podcasts sport et ça, c'est vraiment grâce à vous. Donc merci. Vous pouvez aussi m'aider à rendre pérenne le projet en devenant tipeur et financer par exemple à hauteur de 1 euro à 5 euros par mois pour m'aider à financer les frais du podcast comme par exemple l'abonnement ou l'hébergement sur Ocha. Voilà, je vous embête pas plus, je vous souhaite une bonne écoute pour ce 17e épisode de la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. Benjamin Allègre ou La Force Tranquille, ça commence maintenant. Salut Benjamin. Salut Julien. Bon, je suis super content de te recevoir sur la Freediving Family. C'est Pierre Debenay qu'on a reçu il y a quelques semaines qui me parlait de toi et qui me disait que tu étais un préparateur mental de grande qualité.
Donc c'est grâce à Pierre que tu es présent sur ce podcast. Bah écoute, c'est ouais, c'est gentil à Pierre. Et bah, de grande qualité, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il a dû dire ça parce que ça a fonctionné pour lui. Donc, c'est non, c'est cool. Ouais. Je suis allé sur ton site internet tout à l'heure, j'ai pris mes infos sur toi, j'ai fait mon enquête. Et quand on va sur ton site internet, on peut voir à la page de présentation une citation que tu as écrite qui est: l'apnée est un moment de calme en milieu de chaos quotidien, créant un silence profond où chaque retenue de souffle laisse place à une conversation intime avec soi-même. Benjamin, qu'est-ce que tu as découvert sur toi grâce à l'apnée? Hmm. Bah, disons que grâce à l'apnée, moi, ça m'a permis en fait, de supprimer tout l'environnement extérieur, j'ai envie de dire, et d'être beaucoup plus focus sur soi, sur l'essentiel, sur le moment présent. Euh, et donc, je dirais que ça me sert surtout dans les moments où, bah, là, dans l'entrepreneuriat ou autre, quand on se sent un peu dépassé par l'actualité, par tout ce qu'il y a à faire, le fait de faire une pause et de se retrouver juste dans l'instant présent avec soi-même, ça permet de, voilà, prendre ce temps-là. Donc, c'est surtout ça que j'apprécie le plus. Ouais. Ouais, c'est ce calme, se retrouver soi-même. Mais t'as pas eu de révélation, par exemple, il y a des gens, des fois, ils racontent que ils ont fait tomber les masques ou ils pensaient que c'était des gens zen et en fait, ils ont découvert qu'ils étaient stressés. Moi, avec mes élèves, souvent, je parle des les faux stressés et les faux cool. Toi, t'as pas eu des moments un peu de flow sous l'eau où tu t'es dit, tiens, j'ai ce trait de personnalité que j'avais pas vraiment remarqué? Non, souvent mes amis me disent que je suis la force tranquille. Et, et j'aime bien ce côté-là de bah, l'apnée, c'est pour moi, c'est la tranquillité. Et puis après, il y a la force qui vient dans d'autres parties de ma vie, mais non. Non, pas vraiment, pas de révélation particulière. Bon, après, dès que j'ai découvert l'apnée, j'en ai fait mon métier par la suite, mais ça pourrait être ça la révélation, quoi. Mm. Ok, Ben. Je peux t'appeler Ouais, Ben? ouais, pas de souci. En fait, mon meilleur ami s'appelle Benjamin et du coup, ça me paraît trop bizarre de t'appeler Benjamin, j'ai envie de dire Ben direct. Ok, pas de souci, ouais, mais pas mal Euh, de personnes Ben, qui est-ce que m'appellent tu peux comme te ça. présenter un peu dans les grandes lignes, nous dire où est-ce que tu vis, quel est ton métier actuellement? Et voilà, nous, qui, quoi, où, comment, combien, pourquoi, sur ta personne. Ouais. Bah, du coup, je m'appelle Benjamin Allègre. J'habite sur les hauteurs de Évian. Donc Évian, ça se trouve en Haute-Savoie, sur les rives du lac Léman, un des plus grands lacs d'Europe, qui est partagé avec la Suisse. Et donc c'est là où j'ai monté l'école apnée Léman l'an dernier. Donc là j'attaque la deuxième année. Euh, et donc ça c'est principalement pour l'apnée. Après, tu voudrais savoir quoi de... Bon, je sais pas, savoir si t'es papa, si t'as une famille, Ah non, quelles non, sont non, tes ouais. ambitions, est-ce que tu fais de la compétition en apnée? Ok. Non, alors du coup, j'ai 26 ans, je suis pas papa. Euh, J'attends d'avoir un peu plus de stabilité, disons, pour monter une famille. Euh, Si je fais de la compétition, alors je fais de la compétition en jiu-jitsu, pas en apnée, pas encore. Ça me dirait bien de faire de la compète en apnée. Parce que je sais que la compétition, par exemple, dans les sports de combat, c'est le stress, on va l'utiliser. Euh, donc on va essayer de le garder, pas de le supprimer. En apnée, bah, moi, la discipline que je préfère, c'est l'apnée statique. Et, euh, et je sais que bah voilà, l'idée c'est d'être dans un état qui est pas stressant. Donc voilà, j'aimerais bien découvrir et vivre ça dans ma chair et puis faire une compétition en statique la même année où je fais des compétitions en jiu-jitsu pour avoir ce côté justement de force et de tranquillité. Ça me plaît bien. Ok. J'avais pas compris que t'avais 26 ans, tu vois. J'ai fêté mes 36 ans il y a 2 jours. Là, je me prends 10 ans dans la gueule, là. Je pensais que tu étais beaucoup plus âgé, parce que c'est vrai que quand on regarde ton parcours, aujourd'hui, tu es préparateur mental, tu as fait STAPS, mais tu es Ouais. aussi un ancien des régiments des dragons parachutistes, qui est un des services de renseignement de l'armée de terre.
Donc c'est quand même une sacrée expérience d'avoir été membre de ce régiment. Est-ce que c'est cette activité au sein du régiment des dragons parachutistes qui te donne une forme de légitimité, de compétence pour coacher les gens sur la prépa mentale? Alors, euh, c'est pas ça qui me donne la légitimité, je dirais. C'est plus le diplôme de préparation mentale que j'ai fait, donc avec le master STAPS. Euh, c'est un diplôme professionnalisant. Après, je dirais que la légitimité, enfin, peu importe le diplôme qu'on a, on entend souvent parler de la crise de enfin, être légitime dans sa pratique. Le fameux Euh, syndrome de l'imposteur. c'est ça, exactement. Euh, je dirais que c'est plus par ces actions de la vie quotidienne. Est-ce qu'on se sent légitime, en fait, à enseigner quelque chose qu'on pratique pas? Bon, bah, c'est plus, je dirais que ça vient de ça, le syndrome de l'imposteur. Euh, c'est vrai qu'après, être un ancien du 13e RDP, je dirais pas ça, parce que certes, j'y suis passé, j'ai fait une partie de la sélection, mais je suis parti pendant la sélection. Donc, j'ai pas fini mon contrat de 5 ans, je suis pas allé en mission. Donc, voilà, je reste modeste par rapport à mes collègues qui y sont et tous les anciens, qui ont été au 13. Euh, ouais. Et du coup, tu as fait combien d'années dans ce régiment? Non, alors j'ai fait je suis rentré en septembre et je suis resté jusqu'en mars, quelque chose comme ça, donc 6 mois. Au départ, il y avait la formation pour être militaire et à la fin des 3 mois, des classes, on appelle, qui sont à peu près communes à tous les régiments, commencer la formation, donc la sélection qui dure 1 an au 13e RDP pour finir bah, dans les forces spéciales à l'issue et, euh, et partir en mission. Et donc, j'ai fait 3 mois de sélection. Euh, la formation était intéressante, mais je me suis rendu compte que j'étais plus passionné par la préparation mentale, par le sport. Or, le métier, c'est pas ça. Le métier de soldat, c'est différent. Et je me voyais pas faire 5 ans, dans quelque chose qui, au final, me passionnait moins que la Hmm. préparation mentale, le sport. Ouais. C'est-à-dire que tu as dû casser ton contrat de 5 ans, c'est ça? Ouais, donc, au départ, tu signes un contrat, 5 ans, 10 ans, 3 ans, ça dépend. Et il y a une période probatoire. Cette période probatoire, elle permet à l'armée et aux individus de voir si ça match. Et donc, à l'issue de ces 6 mois, soit tu dénonces ton contrat, soit tu continues. Ok, donc toi, tu as pris la décision de retourner du coup sur les bancs de l'école et faire STAPS pour devenir préparateur mental. Non. Alors, du coup, moi, je voulais rentrer au 13e RDP assez jeune. Je me suis préparé pendant 7 ans pour y rentrer. Ah En ouais, gros, dès la 7 ans. première au lycée, je savais que je voulais être plongeur dans l'armée, faire partie des meilleurs. Et je me suis dit, comme Le commando Hubert, c'est ça? Les hommes grenouilles? il y a des plongeurs dans l'armée de terre et dans la marine. Donc le commando UMR, c'est la marine. Là, c'était les plongeurs de l'armée de terre au 13e RDP. L'avantage qu'il y avait pour entrer au 13, c'est que ils prenaient des civils directement. Alors que pour entrer dans les commandos marines, il fallait d'abord passer par fusilier marin avant d'être commando marine. Ok. Euh, donc sachant ça, bah, en fait, je me suis posé la question dès le lycée, comment faire pour avoir le plus de chances de rentrer là-dedans. Donc je me suis dit, bah, je vais aller en STAPS et prendre l'option natation pour être à l'aise dans le milieu aquatique et puis m'améliorer en sport pour avoir un bon niveau. Et au cours des années STAPS, en fait, le premier stage que j'ai fait euh, dans mes études, bah, c'était sur moi-même. À chaque fois que je voyais des cours à l'université, ben, je les appliquais le soir même sur moi, sur la préparation physique, sur la préparation mentale, sur la planification de l'entraînement, fixation d'objectifs, tout ça. Et j'ai analysé au final l'échéance du 13e RDP comme une compétition. Qu'est-ce qu'il demande et où est-ce que j'en suis moi? Donc, il fallait identifier différents critères. Et j'ai identifié 5 composantes essentielles pour me préparer. Donc ça, je les ai créées dans ma chambre étudiante pour me préparer au mieux. La composante physique, parce que bah, enfin, le physique, on en a forcément besoin pour entrer à l'armée. Mais ça suffit pas parce que le physique, il va forcément craquer à un moment donné.
Donc ensuite, il y a, bah, c'est le mental qui prend le relais. Donc comment s'entraîner mentalement pour répondre aux exigences. Et ensuite, le physique et le mental, bah, ça suffit pas. Parce que l'armée, elle cherche pas des sportifs de haut niveau, elle cherche des militaires. Et un militaire, il doit évoluer dans des conditions rustiques, donc avec ce qu'on appelle à l'armée les 3 F. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Faim, froid, fatigue? Ouais, exactement. Hmm. Donc en fait, avec ce cocktail-là, euh, tout le monde a une sensibilité différente. Il y en a d'autres, il y en a, ça va être la faim, d'autres le froid, d'autres la fatigue. Et en fait, ils te mettent les trois en même temps. Donc souvent, tu passes tes semaines dehors sur le terrain en hiver, et puis tu dois quand même continuer à apprendre, à observer, à mémoriser des choses, avec des tâches physiques bah, toute la journée, de nuit, de jour. Donc tout ça dans la rusticité. Donc je me préparais là-dessus pendant mes années STAPS où je me souviens que je révisais mes partiels, la fenêtre ouverte en hiver. Mais Je non, partais, excellent. euh, je partais dans la montagne seul bivouaquer, et puis le lendemain j'allais en cours suivre une journée à l'université. Ça, c'est trop drôle parce que quand j'étais en école de commerce à l'EM Normandie, je faisais pareil, je prenais mon sac à dos et j'allais dormir dans les forêts normandes. Et là, j'allais lire mes petits bouquins où je révisais mes cours. Et Ouais. enfin, je voulais vraiment sortir de ma zone de confort je voulais pas aller comme toi dans le régiment des dragons parachutistes, mais putain, c'est drôle Ok, donc tu révisais les cours, la fenêtre ouverte, tu partais faire du trekking. Tu faisais quoi d'autre? Bah, du coup, le faim, froid, fatigue, euh, je m'entraînais à faire par exemple une nuit blanche et puis réviser le lendemain. Mais non, Donc, tu t'obligeais à ne pas dormir. ouais, bah, je partais marcher toute la nuit, je dormais pas et puis le lendemain, je révisais, j'essayais de voir qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour gérer cette fatigue. Incroyable. Donc j'ai fait une semaine de sommeil polyphasique. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Bah, c'est comme les marins, je pense, on dort 20 minutes. Ouais, c'est ça. Les marins, les bébés, ils se réveillent toutes les X heures et puis souvent ça nous embête. Bah, du coup, pendant cette semaine de sommeil polyphasique, moi je dormais 20 minutes toutes les 2 heures. Ok. Donc, donc c'est assez énorme comme sensation à vivre parce que souvent on a une journée, on dort et puis on commence une autre journée. Et le fait de dormir toutes les 20 minutes, on a l'impression que la journée elle dure une semaine. Waouh. Ok. Et ça fait assez bizarre. Mais le corps s'adapte. Donc ça m'a donné quand même pas mal confiance parce que je me suis dit que je pouvais quand même récupérer dans les phases un peu dures. Ah, mais tes camarades de STAPS, ils devaient te prendre pour un grand fou. Je leur disais pas forcément ce que je faisais. Ok. Après, je me suis entraîné avec deux collègues, Yann et Kevin, avec qui on avait les mêmes objectifs de rentrer dans l'armée. Donc on était tous les trois à se challenger, à faire des trucs un peu fous. Et ouais. Ok. Et donc, tu t'as fait 3 ans de STAPS. Ensuite, t'es parti faire la sélection du régiment des dragons. T'es resté plusieurs mois, mais t'as décidé de plus te concentrer sur la prépa mentale et donc t'as fini avec ton master en STAPS. C'est bien ça? Ah, non, alors du coup, j'ai fait 3 ans, donc j'ai fait une licence STAPS à Grenoble, dans l'entraînement sportif, en natation, donc où je suis passé maître nageur. Euh, et ensuite, à la fin de ces 3 ans, j'ai, moi, en fait, ça faisait depuis le lycée que je voulais rentrer à l'armée, donc je me suis dit, bon, si je suis pas pris à l'université, si ça me plaît pas, je rentre à l'armée. Au final, j'ai fini les 3 ans. Et j'adorais la psychologie dans les cours en STAPS. Donc j'ai découvert qu'il y avait des études dans la préparation mentale. Je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est magique. Sauf qu'ils prenaient le master de Montpellier, prenait que 20 places, Mhm. prenait que 20 personnes sur toutes les demandes en France. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais postuler, je vais me donner les moyens de rentrer dans ce master. Si jamais je suis pas pris, bah, de toute façon, je sais ce que je veux faire, donc c'est pas grave. Et au final, j'ai été pris. Donc j'ai fait 2 ans extraordinaires où bah là c'était que sur la prep mentale, donc c'était énorme parce que j'ai pu appliquer plein de choses bah, sur moi. En fait, c'était des études de développement personnel, j'ai envie de dire, sur la fixation d'objectifs, sur le stress, sur la confiance en soi, sur le leadership, la cohésion d'équipe, tout ça. Et à la fin du master, bah, je suis rentré ouais, au 13e RDP. Ok.
Et pendant cette année de master, qu'est-ce que tu as appliqué sur toi-même qui t'a énormément aidé à te développer et t'améliorer? Euh, déjà, fixer un objectif. Se fixer un objectif, c'est pas juste du vent ou un rêve, c'est tout le processus par lequel je vais passer pour atteindre ce que je veux. Donc le fixer le plus clairement possible. On pourrait revenir en fin d'interview pour partager cet outil avec ceux qui écoutent le podcast. Mais ça m'a bien aidé. Euh, Ensuite, je me rendais compte que dans les études, on nous disait quoi apprendre, mais on nous apprenait pas comment apprendre. Et donc, j'ai fait pas mal de recherches de mon côté pour savoir comment optimiser l'apprentissage. Euh, et donc ça pareil, ça m'a aidé un peu dans le master, tout ce qui était lecture rapide, méthode de mémorisation. Euh, donc, je l'ai utilisé pour les langues étrangères, je l'ai utilisé pour la recherche en sciences. Euh, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Tout ce qui était gestion du stress, du coup des outils comme par exemple l'imagerie mentale, il peut y avoir l'imagerie motivationnelle. L'imagerie motivationnelle, ça va être, par exemple, je vais m'imaginer là-bas au régiment, comment je me sens, tout ça comme en fait si j'y étais, et donc mon cerveau croit que j'y suis vraiment, donc ça motive. Hmm. Travailler la Après, il y a plasticité cérébrale, c'est ça? exactement, et il y a l'imagerie pas motivationnelle, j'ai perdu le terme, mais celle qui permet plus de répéter un geste en imagerie. Donc C'est pas ça, la c'est par exemple, PNL, c'est... je ouais, sais ça va pas. être plus sur le point de vue technique. Si tu peux pas t'entraîner, par exemple, Bah, tu parce fais de la que visualisation et ça fait travailler les mêmes zones du cerveau sauf les zones motrices. exactement, Hmm. tu peux réviser par exemple le canard en apnée. Tiens, comment je me sens, quel est l'équilibre que j'ai, la sensation dans la palme, etc. Bah Et ça, du on en coup, a tu dois. parlé, on a parlé de cela avec Marion Noulian, qui est neuroscientifique. Ouais. C'est l'épisode de la semaine dernière. Et elle disait qu'en fait, on crée les mêmes chemins neuronaux que quand on fait le geste. Donc, on peut très bien s'entraîner en faisant, en imaginant en fait le geste. Ça a la même conséquence pour le cerveau, sauf pour la partie motrice. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Rien qu'à la maison, en faisant de la visualisation, on peut préparer son cerveau. Comment toi, tu fais de la visualisation Est-ce qu'il y a t'as une manière spécifique de la faire? Déjà, ce qu'il faut comprendre dans la visualisation, c'est que c'est pas juste l'aspect visuel. On va essayer de mettre les cinq sens dedans. Donc, si tu veux visualiser un geste technique, tu vas essayer de le ressentir. S'il y a du son, par exemple, euh, si je dois faire ma compensation sur le mouse feel, je vais écouter le son que ça fait, je vais le ressentir, je vais le faire à la même vitesse que le mouse feel. Euh, je vais ajouter le plus de sens possible et le plus précisément. Et donc ça, c'est la visualisation. Ok. Donc aujourd'hui, donc après tout ça, bon, tu es aujourd'hui coach en apnée, préparateur mental, tu es à la tête de l'école Apnée Léman et donc tu accompagnes des freedivers, mais pas que. Par exemple, comment ça se passerait si je venais te voir et je voulais que tu m'aides sur ma prépa mentale? Est-ce qu'on pourrait s'amuser à faire un cas concret et pratique en direct? Ouais, ouais, bien sûr. Euh, alors, maintenant, la chance qu'on a avec l'ordinateur, les réseaux, etc., c'est qu'on peut faire pas mal de coaching en visio, plutôt que se déplacer, aller voir la personne. Donc, il y a quand même cette efficacité. Et puis, pour des personnes qui sont éloignées, c'est assez pratique. Mais si tu as un cas concret, on peut essayer, ouais. Bah vas-y, moi imagine on arrive, je t'appelle. Mon objectif, moi, c'est de retourner au championnat du monde d'apnée AIDA, qui aura lieu Ouais, à Chypre en septembre. J'ai déjà eu une première sélection en équipe de France, qui ouais. quand même correspond à beaucoup de chance. Voilà, c'est de la chance parce que j'ai pas forcément le niveau, donc voilà. Mais cette année, je pense que les sélections vont être beaucoup plus dures. Donc j'ai peur de ne pas être pris.
Donc ça, c'est mon objectif. Mais bon, j'ai peur de pas être pris. Et puis j'ai une autre peur un peu limitante, c'est la peur de faire des squeezes et de cracher du sang. Ouais. C'est un peu ça des fois qui me bloque dans mon envie d'aller plus profond. Ok. Bah déjà, par exemple, sur ces deux points, peur de pas être pris, peur de faire un squeeze. euh, L'échéance, elle est en septembre. Et Exactement. Ouais. j'imagine qu'il y a des sélections avant. Il y a des sélections et c'est jusqu'à fin juillet et j'ai programmé une compétition début mai pour réaliser Ouais. les minima qui correspondent à peu Ok. près à 75 mètres en monopalme, 70 mètres en immersion libre, 50 mètres en brasse. Ouais. Donc tu dois faire les minima dans toutes ces disciplines? Bah moi, je vais en tout cas jouer la carte du CNF et de la monopalme. Ah, ok. Et la compétition que je fais, ça sera une compétition CMAS qui aura lieu au Blue Hall pendant 4 jours de compète, 4 jours de repos. Et Ouais. j'ai envie de faire les 4 disciplines. Ok. Euh, Déjà, ça, c'est un message pour tous ceux qui veulent faire de la préparation mentale. Commencer la préparation mentale en amont, parce que c'est pas la veille d'une compétition qu'on va commencer à s'entraîner pour gérer le stress. Ou en fait, c'est comme la préparation physique. Euh, on va pas commencer à faire des pompes la semaine avant de lever une barre en développé couché, par exemple. Donc ça, c'est la première des choses. Euh, Après, par exemple, la peur de pas être pris, savoir les échéances. Si cet objectif, du coup, des championnats en septembre, il va venir plus tard. Euh, il y a début mai, tu dis que donc toi, ce serait le CNF et la monopalme. Ouais, et puis les autres disciplines, immersion libre et bipalme. Je vais tester les 4. Et comment elle se passe la sélection là-dedans? Est-ce Et bah la que... sélection, tu candidates, Ouais, ensuite tu envoies tes performances, et après le comité de sélection se réunit, ils font un classement, et selon le nombre de places, ils prennent par exemple les 3 premiers, les 3 meilleurs dans chaque discipline. Et ce qui s'est passé cette année en Corse, c'est que moi j'étais le cinquième ouais, en immersion libre et qui avait candidaté. Mais il y a des Français qui étaient meilleurs que moi, par exemple, en immersion libre, mais qui n'avaient pas candidaté. ok. Euh, voilà. Et donc, il y a un aspect un peu stratégique au final, parce que si d'autres personnes font mieux que ce que toi tu annonces, tu peux ne pas être pris, quoi. Bah oui, de toute façon, c'est la place au meilleur, c'est normal. Ouais. Euh, et là-dedans, qu'est-ce qui te fait peur au final? C'est que tu penses ne pas y arriver? Ah, ce qui me fait réellement peur, c'est de vouloir essayer de faire les minima et de m'éclater les poumons. T'éclater, c'est-à-dire Ouais, de me ras le blesser. cœur, quoi. En fait, j'ai Ah, pas envie de faire du sport pour me blesser, quoi. J'ai pas envie de faire de ouais, l'apnée profondeur si c'est pour me niquer la santé. ok. Et, euh, et est-ce que tu penses que tu peux arriver à ces minima tout en prenant plaisir ou Bah alors du coup, pour contrecarrer ma peur de cracher du sang, de faire un squeeze ou un œdème pulmonaire d'immersion, je travaille mes points faibles. Et j'ai découvert que mes points faibles physiologiques, c'était la souplesse de la cage thoracique, la souplesse du diaphragme. Donc là, j'ai investi dans un bridge en bois, j'ai investi dans du matériel pour faire de l'étirement et réduire mon volume résiduel, augmenter ma capacité pulmonaire totale avec une grosse cage thoracique bien flexible. Et je travaille là-dessus et je vois déjà que mentalement, déjà, je me remercie parce que je fais le taf pour me protéger. bah, là-dedans, du coup, il y a plusieurs choses. On va prendre, par exemple, une discipline, parce que la démarche elle va être la même pour les autres. Quelle discipline tu veux prendre, là, par exemple, entre le CNF, Bah, le FI, la par mono? exemple, la plus risquée, c'est le CNF. Celle qui me fait le Ok, plus délirer, c'est la monopalme. Quand je plongeais à Bora Bora, j'avais réussi à aller à 61, mais j'avais dû m'arrêter parce que à 64 mètres, il y avait les coraux. Et puis, après, je pouvais pas demander à mes amis élèves de me faire ma safety plus profond, donc j'ai dû m'arrêter là. Mais j'étais ok. arrivé au fond avec un mousefeel qui était, on m'aurait mis 70 mètres, c'était la même. Donc, Bah, en alors, fait, je si suis on prend... excité là d'y aller, quoi. Mais j'essaie d'y aller step by step. Ouais. Eh ben, si on prend le CNF, pour toi, c'est quoi une plongée réussie en CNF? Et bah, c'est une plongée déjà où je me blesse pas, où je crache pas de sang. Et aujourd'hui, mon nouvel indicateur de performance, ça va être le plaisir.
ce que j'ai kiffé. Ok, Euh, et puis après, mon record personnel, il est à 40 mètres. ouais, Il faut que je rajoute 10 mètres, mais on le sait très bien, la brasse, c'est extrêmement dur. Aujourd'hui, on a des athlètes qui plongent à plus de 100 mètres qui sont pas capables d'aller à 30 ou 40 mètres à la brasse. ok. Euh, Bah, déjà, une des premières choses pour s'enlever j'ai envie de dire cette peur ou cette pression, c'est que on le voit très bien avec nos élèves, tu es aussi instructeur, et quand on se fixe des objectifs trop élevés, bah, on prend plus de risques euh, quitte à se blesser. Donc, c'est faire la profondeur que tu souhaites dans le meilleur, le meilleur état. Euh, L'idée, ça va être de se recentrer le, sur les éléments techniques qui permettent une plongée réussie à 50 mètres, du coup, en CNF, ce serait. ouais, c'est ça. La compensation, je l'ai. Ok, Même si je fais un frenzel classique et doux, ça passe. J'ai pas forcément besoin du mousefil. Après, c'est juste, tu sais, on engage énormément la cage thoracique avec la brasse. Et donc, ouais, c'est là où je peux tirer sur la fibre pulmonaire, me blesser peut-être les alvéoles ou créer des suçons sur les muqueuses bronchiques à cause des contractions, parce que ça demande un effort physique important. ouais. Bah, du point de vue de la prête mentale, en fait, comme on avait travaillé avec Pierre, French Freediver, euh, c'est lister toutes les choses que tu dois travailler euh, pour arriver à 50 mètres en CNF. Euh, Voir ces différents aspects, par exemple la compensation, la souplesse, il peut y avoir le free fall, il peut y avoir l'hypoxie, le CO2, etc. Savoir où est-ce que tu te situes dans tous ces critères-là. Quel est ton point faible? Quels sont tes points faibles potentiellement dans tous ces aspects-là? Et ensuite, bah, se concentrer sur ces points-là pour les améliorer. Euh, et euh, il y a une chose qui avait rassuré Pierre, euh, c'était que au final, comme il s'était donné tous les moyens, 100% de ses moyens pour faire sa performance, le jour J, bah, il s'est dit de toute façon, j'ai fait tout ce qui était en mon possible pour le travailler, donc maintenant, c'est un peu les dés sont jetés, et puis j'ai juste à appliquer, à kiffer, et puis j'aurai aucun regret sur ce que j'ai fait avant. Hmm. Euh, et donc toi, potentiellement, ce serait quoi ton point faible là, sur ce CNF? Ça serait bah, la souplesse, faut vraiment que je devienne souple. Ok, Après, peut-être la tolérance au CO2 pour éviter les ouais, contractions. Et puis après, c'est la peur d'être essoufflé, parce que c'est un effort physique hyper intense de remonter de 50 mètres en apnée. Donc peut-être faire du fractionné ou essayer d'avoir une bonne VMA, avoir un rythme cardiaque qui se calme vite, avoir une bradycardie assez forte. Donc je ouais. dirais souplesse, tolérance CO2 et un rythme cardiaque qui se calme malgré un effort physique. Ouais. Tu, je vois, tu parles souvent de peur. Euh, Moi, ça me fait penser à, c'est souvent le cas en sport, mais l'anxiété. Euh, L'anxiété, on le définit comme une projection négative dans le futur. Donc j'ai peur d'être essoufflé, j'ai peur de faire un squeeze, j'ai peur de faire un blackout, etc. Euh, Ça, c'est juste une imagination. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est pas réel. Non, c'est Euh, pas réel, mais ça m'est arrivé souvent de faire des plongées, et puis 10 minutes après, paf, je crache, et puis là, il y a des petits morceaux de sang, tu vois. Et ça, à chaque fois, ça gâche mon plaisir, et je me retrouve un peu con, tu vois. Donc, et quand je faisais ça en Corse, je sais pourquoi, parce que c'était le froid, et en fait, pendant les championnats du monde, j'avais une infection pulmonaire. Et quand j'ai fait mon 42 mètres, là, bah, ouais. tout s'est très bien passé, mais 15 minutes après la plongée, pareil, je suis rentré au port, je crachais et du sang. Infection pulmonaire, j'étais dégoûté. Donc, ça gâche mon plaisir, Infection. ça aussi, tu vois. Ok. Et ça, tu pourrais jouer sur quoi là-dessus pour éviter ça? Bah, je sais pas. En vrai, le travail et la souplesse. Je pense qu'il faut que je devienne un morceau de caoutchouc, quoi. Ça va beaucoup aider. Et j'ai arrêté de faire de la musculation, tu vois, pour arrêter d'être trop, d'avoir des grosses épaules, des gros pecs, d'être trop tendu, tu vois. Ok. Et qu'est-ce qui pourrait là, avant mai, qu'est-ce qui pourrait te permettre de vérifier que tu as gagné en souplesse, que... Bah, déjà, je l'ai vérifié parce que j'ai refait une plongée à 51, là, il y a quelques jours.
Ok, Et wow, c'était détendu, quoi. J'étais relax. ok. Je sentais pas le poids de l'eau sur mon corps. T'as fait une plongée à 51 en quoi, en Un film? monopalme. Ça va. En mono? Ok. Ouais. Et tu vois, là, je fais 1 heure d'étirement par jour avec le bridge et tout ça. Ouais, Et je le sens dans mon corps au quotidien. Le matin, je me lève, j'ai moins mal au dos. Donc, je pense que c'est quelque chose. Je m'étais habitué à vivre avec un corps qui a mal au dos au quotidien. Et là, je suis en train de peut-être de régler un problème en profondeur, tu vois. Parce que même en faisant les étirements avec le bridge, la première fois, j'ai réussi à me débloquer le sacrum. C'était ouais. incroyable, la sensation était incroyable. Bah déjà, c'est cette première chose. Si tu sais que tu bosses ta souplesse tous les jours, que tu le vérifies, que tu t'entraînes, etc., quand tu vas arriver à l'échéance, au final, cette peur de cracher du sang par la suite, tu, même si elle est là, tu sais que tu as fait tout ce qui était en ton possible Mm. pour résoudre ce problème. Donc maintenant, si tu as vérifié sur des plongées en amont que ça passait, il y a pas de raison à s'en faire, quoi. Mm. Et du coup, en fait, notre attention, elle est unidirectionnelle. C'est-à-dire que quand notre attention, elle va sur une seule chose. Si on est concentré sur notre compensation, on n'est pas concentré sur euh, notre protocole de sortie, par exemple. Euh, le fait de s'enlever cette peur, bah, ça va nous libérer de l'attention pour se concentrer sur autre chose. Euh, cette attention, si on se concentre sur deux choses à la fois, bah, ça va être 50% et 50%. Donc on peut louper des éléments, par exemple. L'idée, c'est d'être le plus serein en amont, déjà sur cette peur, pour pouvoir se concentrer sur bah, qu'est-ce qui fait une plongée réussie. Ton relâchement Le pendant la plaisir. descente, le plaisir, exactement. Euh, Notamment par rapport à ce plaisir, ce qui peut se faire, c'est des ancrages. Euh, Toi, par exemple, c'est quoi ta meilleure plongée que t'aies faite? Peu importe la profondeur. C'est une bonne question. La meilleure plongée que j'ai faite, Ouais, je sais pas, il y en a tellement. Mais j'ai beaucoup aimé mon petit 51 que j'ai fait là au Blue Hole. J'ai aimé mon 61 que j'ai fait à Bora Bora parce que c'était extrêmement facile. Je suis remonté avec des involtures. J'ai fait mon protocole de sortie. J'ai même pas fait ma propre prise ventilatoire. J'ai directement parlé en disant ouah, c'était trop facile parce que je sentais que j'en ok. avais vraiment sous le pied. Et, Ça, c'était un et beau comment tu te souvenir, ouais. sentais en sortant de l'eau? Facile, Ok, facile. lucide, facile. Pas de Et avant, thermocline, l'eau est chaude, du plaisir, de la glisse. J'ai ouvert les yeux sous l'eau, j'étais à 60 mètres de profondeur à Bora Bora sous des coraux roses. C'était magnifique, tu vois. ouais. Et avant de plonger? Avant de Juste plonger, avant j'avais de... peur. Ok, Et j'étais avec mes amis, et avant de partir, j'ai pris la main de mon ami, et je l'ai serré, ça m'a rassuré. Et ouais. je savais que j'étais bien entouré, et je suis parti. Donc ça te montre aussi que tu peux avoir peur et au final faire une plongée magnifique. Hmm. Oui, oui, je peux avoir peur et faire des très belles plongées, ouais. C'est vrai. Et typiquement, dans les ancrages, on va chercher à revivre une situation une plongée par exemple, dans ce cas-là, euh, bah, qui était trop bien, quoi. Ah Euh, oui, et bah tiens, attends, c'est intéressant, regarde. Dans les ancrages de peur, j'ai un ancrage de peur, c'est quand je me suis blessé, j'ai fait un 52 mètres à ouais, Lanzarote. Je suis parti et j'étais très bien. J'étais très très bien. J'étais même tellement bien pendant la chute libre que j'en ai oublié de compenser. Et c'est là où j'ai forcé peut-être un peu la compense. Et puis au fond, j'ai regardé la surface. Enfin, j'ai tout fait pour cracher du sang. Et, et pendant la descente et pendant la plongée, j'ai kiffé. Mais la sanction, elle est arrivée après. Elle est arrivée 15-20 minutes après où je faisais des galettes de sang, tu vois. Euh, ok. Et des fois, je pense à ça. Je me dis, attends, Julien, t'es super cool, mais peut-être que la sanction, elle va te tomber dessus, tu vois. Euh, Bah, est-ce que c'est tu comme peux s'il y avait des choses, enfin, une épée Damoclès qui pouvait me tomber sur la tête, même si j'ai tout bien fait, que je suis bien détendu. C'est ça qui est chiant, en fait. C'est ça qui me pourrit un peu. donc tu te limites en profondeur par peur que même si une plongée se passe bien, tu ressortes en crachant C'est ça. Ouais. du sang. Et, et toi, t'aimerais du coup, euh,
bah, ne plus avoir cette peur, mais surtout aussi ne plus cracher du sang. Je pense que, outre Bah la ouais, peur, c'est déjà, oui, déjà de pas le se flé, quoi. blesser, et puis de casser cette peur. Et puis je suis pas le seul à l'avoir. Là, j'ai un copain à Dahab qui est instructeur d'apnée, qui plonge sur 40 mètres, et il a fait un squeeze sur 40 mètres, et depuis, il est bloqué psychologiquement, mentalement, il a peur de se blesser. Et je pense qu'il y a des éditeurs qui nous écoutent, qui eux aussi souvent ont peur de se blesser. Ce qui m'a rassuré, c'est de comprendre la différence entre le squeeze et le l'œdème pulmonaire d'immersion que Romain Guénéguès nous a expliqué. J'ai vraiment Ouais, compris que c'était un, un suçon des muqueuses bronchiques et que c'était pas une rupture de la barrière alvéolaire. Donc déjà, là, je me dis que quand je fais des galettes, des petites galettes de sang ou des tout petits points, c'est au moins je détruis pas mes alvéoles, je détruis pas mes poumons. ouais. C'est impressionnant, mais comme il le disait, c'est pas si grave. Et Donc, bah, après, l'idée, c'est de savoir comment tu peux éviter justement ce squeeze post-plongée, enfin, cracher du sang après la plongée. Euh, Là, tu m'as dit déjà avec la souplesse de la cage thoracique, avec le relâchement en profondeur. Euh, tolérance au CO2 et plaisir. ouais, déjà, si tolérance au CO2, parce que si t'as pas les contractions, bah, ça va déjà faciliter, Mm. faciliter la chose en profondeur, effectivement. Euh, Et au Bah, ça, niveau c'est des... après, ça avec. Ouais, vas-y. Et après, tu me parlais des ancrages mentaux. Ouais. C'est-à-dire avant de partir que je m'ancre mentalement sur des bons souvenirs, c'est ça? Ouais, si ça permet de te mettre dans une situation qui est confortable, euh, tu peux très bien revenir dans ton temps de préparation ou même les jours avant, hein, revenir sur cette plongée, te la remémorer, comment je me suis senti quand je descendais, comment je me suis senti en sortant. Ouah, c'était génial. Et encore une fois, je reviens sur la visualisation. Euh, c'est visualisé dans les cinq sens, mais même plus que les cinq sens. Il y a l'aspect émotionnel, euh, il y a tout là-dedans. Et plus ça va être fort, plus après ça va être automatique. Et, euh, et déjà, ça permet avant la plongée, se mettre dans une dynamique positive plutôt que anxiogène, quoi. Ok. Bon, bah merci Ben. Bon, là, imaginons, on est à la fin de notre séance de coaching. Qu'est-ce que tu me donnerais comme outil concret pour m'améliorer dans ma quête de profondeur? Ou comme exercice à faire? Bah, à la fin de cette séance, moi déjà, je poserai tout au clair là de ce qu'on a dit. Parce qu'après cette séance, moi, je la retravaille. Et ça me permet d'éclaircir déjà les choses et de revenir vers toi avec des propositions. Parce que l'idée, c'est une collaboration entre bah, l'athlète et puis le préparateur mental, où il y a des choses que je vais te proposer qui vont peut-être te convenir, pas te convenir. L'idée, c'est d'être le plus transparent possible parce que bah, t'essaies quelque chose et si ça marche pas, euh, bah, ça va te faire perdre ton temps, ça va me faire perdre le mien. Donc là, par exemple, sur tout ce qu'on a dit, ce que tu peux faire là après la séance, euh, je, de ce que je vois, je sais pas, en fait, moi, je te conseillerais de refaire des plongées qui vont te permettre d'avoir une expérience positive Hmm. euh, sur bah, ce que tu apprends peut-être le plus, le CNF. Parce que plus tu vas construire d'expériences positives et de voir qu'à la fin de tes plongées, euh, bah, tout se passe bien, que t'ancres des choses positives. Si tu fais une plongée en CNF à 40 ou plus de 40 et que waouh, ça se passe trop bien, bah, ça va te mettre en confiance. Hmm. L'erreur, ce serait d'aller trop vite sur une profondeur qui va te mettre en difficulté parce que bah, si tu te blesses, bah là pour le coup ça va retarder encore plus la préparation ou ça va mettre encore plus de stress parce que l'échéance arrive, j'ai pas réussi ma profondeur, en plus ça s'est mal passé. Donc faire des Ça va. plongées faciles, plaisir, pour reconstruire des bases solides. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, bah tu vois, c'est un peu ma stratégie que j'avais mis en place, c'était plonger kiff, plonger plaisir. Et pas du tout me foutre la pression et tout devient plus facile quand je fais ça. Ouais, et pro, enfin.
retourner progressivement, quoi, petit à petit. Hmm. Pas sauter les étapes Ok. pour Bon, bah justement merci. ancrer des moments positifs. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce retour sur mon cas personnel. Donc, comme tu l'as dit, on a fait un cas concret, premier entretien, on en discute. Ensuite, je mets ça noir sur blanc. Et après, sur un deuxième call, tu me fais des recommandations beaucoup plus spécifiques pour m'aider. Euh, ouais, Est-ce, c'est ça. est-ce que tu as des exemples concrets d'étudiants que tu as réussi à aider, où ton coaching a eu un impact direct, rapide, et ils ont plongé plus loin, plus profond ou avec plus de plaisir grâce à ton coaching? Bah, il y a par exemple Pierre, on s'est eu, il y a pas longtemps, il m'a dit que je pouvais parler de son cas. Euh, et par exemple, du coup, French Freediver, Pierre, préparait une compétition, donc il m'a contacté parce qu'on avait passé le diplôme d'État ensemble à Antibes. Ah, t'as Donc il passé le savait que je... BP cette année, là? L'année dernière? Euh, l'an dernier, Ah non, il y a ouais, 2 ans. il y a 2 ans. Ok, d'accord. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, et du coup, on s'est rencontrés à ce moment-là, et quand lui, il s'était fixé cette compétition, donc à arriver à 70 mètres, euh, il sentait qu'il avait besoin de travailler quelque chose mentalement. Déjà, il avait, par exemple, une croyance limitante qui venait de l'extérieur, une athlète reconnue qui lui avait dit toutes les personnes loupent leur première compétition. Ah ouais, c'est faux. Et bah ouais, exact. Du coup, lui, ça le faisait un peu flipper. Et bah déjà, c'est une généralisation, donc ça fonctionne pas que comme ça. Et la question, c'était, y a-t-il des personnes qui réussissent leur première compétition? Donc déjà, se rendre compte que c'était une croyance limitante et que c'était pas forcément la réalité. Ensuite, il y avait la peur du blackout. Donc, bah, tu vois, toi, c'est la peur du squeeze, lui, c'était plus la peur du blackout, faire une perf et puis blackout. Du coup, c'était aller plus vers l'état désiré que l'état non désiré. C'est quoi ton objectif? Ne pas faire de blackout. Bon, bah, comment le transformer en positif déjà? Et ensuite, quoi mettre en place pour bah, sortir frais? Euh, il y avait une autre chose aussi, c'était que dans sa compensation, il y avait euh, le leak, tu sais, dans une fuite qui te permet, bah, au final, tu finis avec un peu moins d'air pour ta compensation. Mhm. Donc souvent, il faisait demi-tour avec ça. Et C'est quoi le leak pendant le mouse wheel? C'est une fuite d'air? bah, une fuite d'air au niveau de la glotte, tu sais, Ok, où donc tu... l'air retourne dans les poumons. Ouais, c'est ça. Et donc, je lui disais, mais est-ce que ça t'empêche de compenser tes oreilles? Il me dit non. Et du coup, en fait, il s'est rendu compte que c'était pas forcément euh, le facteur qui lui faisait faire demi-tour, quoi. Donc, il Mhm. pouvait continuer même avec une fuite au niveau de la glotte. Et ensuite, souvent en compétition ou dans le haut niveau, euh, on finit par oublier pourquoi on fait de l'apnée. Lily, elle en parlait très bien dans le podcast. Lily Guillaume Crespi? Néry aussi. Ouais. Ouais. Bah, c'est le pourquoi, le why. Pourquoi tu plonges? Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Et en se ramenant à ça, à l'essence même de pourquoi on plonge, bah, au final, tout le reste, ça passe après, quoi. Et comme on revient à l'essentiel, euh, au plaisir qu'on a, etc., bah, on est aussi beaucoup plus détendu, beaucoup plus relâché, et ça résout déjà pas mal de problèmes. Donc Pierre, au final, a fait sa compétition, on s'est vu quelques fois, je lui avais donné des choses à faire entre-temps, et bah, il était assez content de ce qu'il avait mis en place, et puis de comment ça s'était fini. Il y a il y a une autre personne aussi, donc là c'était il y a vraiment de tout, il y a des sportifs et puis des personnes dans la vie pro. Il y avait un pilote d'avion de chasse qui préparait une, une qualification d'appontage de nuit. Et donc pareil, il avait énormément de pression parce que bah, pour le coup, il fallait pas qu'il échoue, quoi. De mettre Euh, son avion de chasse sur un, je suis en un, porte-avions. un porte-avions de nuit, c'est ça? Ouais. Ouais. Euh, donc bah, on a travaillé là-dessus sur lui, il avait en fait
il avait du mal à gérer cette pression et quand je lui ai dit, OK, comment tu la gères, cette pression? Il me dit, j'ai pas d'outils, quoi, je sais pas. Donc, la respiration, c'était tout nouveau pour lui. Il se rendait compte que, ah ouais, on peut améliorer sa récupération en faisant, par exemple, dynamisant le système parasympathique, en faisant Hmm. du 3-6 ou 4-8, de la cohérence cardiaque, euh, de la pleine conscience. Parce que lui, il récupérait, en fait, il faisait des siestes en dessous du pont de vol. Donc c'était hyper bruyant, etc. Il n'arrivait pas à récupérer. Donc on a travaillé là-dessus. Pareil, c'était l'anxiété, projection négative. Donc bah, comment revenir sur les éléments techniques qui te permettent de réussir un appontage. C'est quoi les éléments? Donc c'est se concentrer sur ses outils de vol, etc. Et pareil, il a réussi sa qualification et donc il était super content d'avoir trouvé de nouveaux outils. Puis il y a eu des sportifs dans le golf au niveau de la concentration, une sportive en sambo aussi au niveau de gestion du stress. Souvent c'est ça qui revient, la gestion du stress Hmm. pour des échéances. Euh, Ok, donc ouais, c'est cool. des T'as années aussi vraiment. des pilotes d'avions de chasse, des deep freedivers, des golfeurs, des danseurs, des instructeurs d'apnée. C'est passionnant pour toi. Je pense que il y a quelqu'un qui t'a Ouais, puis marqué, vraiment une rencontre qui t'a marqué dans tes clients que t'as coachés? bah, le pilote d'avion de chasse parce que je me suis dit waouh, c'est dingue. En fait, c'est des formations qui valent des milliers, des millions d'euros. Et le truc basique de la respiration ou même de l'accompagnement de ces pilotes, euh, bah en fait, il avait pas Ouais. trop de ressources là-dessus, quoi. Ouais, c'est Et fou alors que c'est très simple de jouer j'étais sur le système parasympathique. j'étais étonné qu'il ait pas tellement Hmm. d'accompagnement. Donc, bah voilà, il a fait cette démarche et puis ouais, ça a fonctionné. Donc, l'avantage, c'est que maintenant, il a des outils pour même ses autres échéances et puis ça fait passer le cap. Donc, c'est cool. Ok. Bon, on passe un petit message à l'armée française, embaucher des instructeurs d'apnée. On va améliorer vos militaires. Ouais, ouais, mais même aux entreprises, hein, j'ai envie de dire, dans le secteur privé, Hmm. où souvent les équipes, elles ont besoin de respirer ou de se détendre, quoi. C'est La clair. société en général, au final. La Donc, que société tout le monde fasse qui est de assez l'apnée. malade. Benjamin, quand on va sur tes réseaux sociaux, il y a quelque chose Ouais, qui me frappe, qui me marque, c'est que tu pratiques l'apnée sous glace dans les montagnes enneigées. Je trouve ça incroyable. Sur le podcast, j'ai jamais eu personne qui faisait encore de l'apnée sous glace, ou en tout cas qui nous en parlé. Euh, Toi, tu encadres ça? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment ça s'organise au niveau de la sécurité? Comment tu accompagnes les gens? Quelle est la différence avec l'eau chaude? Comment tu gères ouais. l'hypothermie? Tout ça, quoi. Et ben, ouais, alors du coup, là, par exemple, donc j'ai créé l'école à Évian. Et je me souviens, pendant le BPGEPS, il y a Pascal Pompidou qui a le club à Pnézen, dans le sud. Il m'a dit Mhm. l'avantage, c'est que là où t'es, il fait froid. Et il y a beaucoup d'apnéistes qui ne le voyaient pas comme un avantage. Et au final, ça servirait à être un avantage. Déjà, ça permet de tourner aussi à l'année. Parce que quand il fait froid, ben, on fait de l'apnée sous glace, on fait de la gestion du froid. Euh, et en apnée, ben, ce qu'on retrouve souvent, c'est la thermocline aussi. Donc, si on s'entraîne, bah, d'ailleurs, je conseille tous les apnéistes à travailler ça, mais rien que prendre une douche froide et être le plus relâché possible en prenant une douche froide. Ça peut commencer juste par les jambes, mais essayer de ne pas contracter les épaules dès qu'on prend une douche sur les jambes. Ce qui fait que, en fait, c'est pareil, on va ancrer du relâchement grâce au froid. Ce qui fait que bah, quand tu vas passer ta thermocline, tu vas garder ce relâchement avec le froid. Mhm. Si tu ancres à l'inverse une contraction, dès que tu rentres dans le froid, tu te serres, bah, t'ancres Mhm. aussi ce message-là, quoi. Ouais. C'est Après, drôle pour... parce que c'est vrai qu'il ouais, faut. Ouais, tu vois, par exemple, après Bora Bora, quand j'étais en Corse pour les championnats du monde, là, le froid, c'était mon ennemi, c'était horrible, je me crispais, c'était horrible. Du coup, je mettais des bacs d'eau glacée et des bacs d'eau chaude et je mettais ma tête dans l'eau glacée et ensuite dans l'eau chaude et j'alternais comme ça pour essayer d'ancrer mon relâchement malgré le froid, les glaçons sur mon visage.
Ça m'avait pas mal aidé à supporter Ouais, la très bien. thermocline de 12 degrés qui apparaissait à 15 mètres à Ajaccio. Exact, ouais. Bah ça, c'est des bons exercices. Et par rapport à l'apnée sous glace, bah, du coup, donc là, il y a un lac près de Évian, à une demi-heure d'ici. En ce moment, il y a 20-30 centimètres de glace. Et donc, on a un spot d'apnée où il y a des trous tous les 5 mètres. Et au total, on a 20 mètres de longueur. Hmm. On a fait 20 mètres parce que les personnes qui arrivent à faire une longueur de 25 mètres en piscine, au final, 20 mètres, voilà quoi, elles se rendent compte qu'elles y arrivent. On a fait des trous aussi tous les 5 mètres. Donc souvent, on se dit, oh, ouah, le fait qu'il y ait la glace, c'est oppressant. Si je veux remonter, je peux pas. Mais en fait, 5 mètres, c'est comme si on poussait le mur de la piscine et puis on passait derrière les drapeaux au final. Un petit peu derrière les drapeaux. Donc c'est largement accessible aussi. Et tu me disais au niveau de la sécu, nous, ce qu'on fait, donc, c'est les personnes sont longées. On a une corde qui passe du premier trou qui va jusqu'au dernier et elle remonte sur la glace et elle est nouée à elle-même. Donc ça fait une boucle. Hmm. Et, donc la personne passe, l'apnéiste se longe à la corde sous la glace. Euh, bon, déjà il y a une sortie tous les 5 mètres, mais quand bien même il serait sous la glace, on a juste à tirer la corde en surface. La boucle va tourner, elle va passer sous la glace et le nœud va récupérer Hmm. La la longe. longe, au final. D'accord. Et t'as Puis déjà après eu on a des... des gens qui se retrouvaient bloqués sous la glace ou qui ont complètement flippé? Non, ça c'est plus le mythe. Ouais. Ou alors j'ai envie de dire pas encore, mais bon, je touche du bois pour pas que ça se passe. Et justement, en fait, dans les baptêmes d'apnée sous glace, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait d'apnée qui viennent à l'apnée sous glace, Ah ouais, il y a des on gens, ils voit commencent cette... directement par l'apnée sous glace. Ouais, ouais, ouais. Non. Ah ouais. Il y a même plus que ça, c'est que l'an dernier, j'ai participé, j'ai fait la sécurité des apnistes sur le stage Ice Switch, Mhm. organisé par Fred Chevalier. Et en fait, c'est des gens qui ont jamais fait d'apnée, parfois jamais fait de gestion du froid, et qui font une quinzaine, vingtaine de mètres en apnée sous la glace, en maillot de bain. Waouh. Et donc, c'est un stage de 4 jours énorme au niveau de la préparation mentale. Il y a un instructeur Wim Hof, un guide de moyenne montagne, des préparateurs mentaux, euh, moi pour l'apnée, pour ma part. Et c'était vraiment un stage super intéressant. Donc là, c'est en combinaison. Et il y a une préparation aussi un petit peu mentale avant d'aller sous la glace, euh, sur la respiration, comme lors des initiations d'apnée. Hmm. Et, euh, et souvent, les gens, en fait, ce qui est énorme, c'est qu'ils ont une appréhension sur cette activité. Et une fois qu'ils ressortent de la session, ils se disent, waouh, c'est génial, j'étais capable de. Et il y a quand même un boost de confiance en soi et de, ouais, de fierté, quoi. Et les gens, ils plongent en 5 millimètres, en 7 millimètres? Euh, alors, ils ont des combis 8 mm, 8 salopette, millimètres. ouais. C'est-à-dire qu'ils ont Après, 1,6 cm sur le thorax, quoi. ouais, sur le thorax, ils sont bien. Après, moi, pour ma part, je suis en 7 mm refendu. C'est même pas une sur-mesure, mais bon, elle me va bien. Et je mets la petite technique, c'est je mets un double chausson. Je mets un chausson 3 mm et par-dessus, je mets 5 mm. Ah ouais. Et là, c'est vraiment confort. Je peux rester 2 heures dans l'eau. Ah, tu restes Ça deux va. heures dans l'eau glacée avec ta combi en 7 millimètres. Ouais. Alors, le plus difficile, c'est les mains. Mais pareil, on s'habitue, quoi. Au final, c'est comme au ski. Si, au bout d'un moment, on a un peu froid aux gants, aux mains, donc bon, ouais, on se réchauffe, on boit un petit thé, Hmm. on sort de l'eau. Ouais. Mais faudrait qu'on monte un stage ensemble, là. Ça serait cool. Qu'on invite les gens de la FF à venir plonger sous la glace. Avec tous les deux. Ouais, ouais, carrément, bah, c'est une belle expérience, quoi. C'est à faire au moins une fois dans son parcours d'apnéiste. C'est euh, c'est cool, quoi. Ouais. Ouais. Donc là, tu nous parlais d'apnée dynamique sous la glace, mais est-ce que tu fais vraiment du câble profondeur verticale dans le lac? Bah, la difficulté, ça va être de trouver un lac qui est assez profond pour faire de la profondeur. Là, le lac dans lequel on est, il y a une dizaine de 10-12 mètres de profondeur. Donc, au final, c'est parfait pour des initiations de verticalité sous glace.
Et donc c'est les mêmes choses, quoi, hein. On est longé et on fait principalement du film, de l'immersion libre en tirant sur la corde. Et ça permet de proposer ces deux activités. Par exemple, une session, on va se concentrer sur le dynamique et puis l'autre session sur la verticalité. Ok. Et la compensation, elle est forcément beaucoup plus dure là, avec le froid, non? Bah ça, ouais, la compensation, c'est effectivement quelque chose qui se complique avec le froid, parce que déjà le froid, ça va anesthésier, ça va distraire, on va avoir moins de sensations, euh, mais ça peut être aussi vu comme un avantage, parce que bah, l'hiver dernier, quand on a formé les apnéistes au Léman, l'eau était 6-8 degrés, et tous ceux qui ont commencé dans ces conditions-là, cet été, ils sont arrivés sur les coups de 30 mètres. Parce qu'ils ont réussi à travailler leur compensation dans des conditions bah, avec avec du froid, quoi, 6 degrés, 8 degrés, euh, et à avoir cette finesse de compensation, ce qui fait que quand l'eau s'est réchauffée, euh, c'était Mm. beaucoup plus simple. Entraînement difficile, guerre facile. Exactement. C'est une des devises, je crois, du régiment. Bah, de tous les régiments de l'armée en Ouais. général, ouais. Bon, bah super pour cette partie expérience d'apnée sous glace. Est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose sur cette expérience glacée? Bah, que c'est assez accessible. Le plus difficile, c'est de faire la réservation, j'ai envie de dire, mais de se dire, Hmm. allez, j'y vais. Parce que souvent, on en reste à l'idée qu'on se fait de l'apnée sous glace ou même de l'apnée en général. Et il y a pas plus simple que l'apnée. C'est peut-être le sport le plus accessible au monde. Euh, Parce que bah, il s'agit du moins pour l'apnée statique, de rien faire, quoi. D'en faire le moins possible. Et Et tu fais puis ça sur d'avoir quelle période? l'apnée sous glace. Ouais, Euh, bah, en fait, ça va dépendre déjà des conditions météo, mais en général, c'est de décembre jusqu'à mars, ok. mars-avril. De décembre à mars. Et ça coûte combien pour venir faire une session avec toi? Un baptême d'apnée, c'est 95 euros. Ok, Ça dure 1 heure et demie et on prête tout l'équipement. ok. Mais t'aurais pas envie d'offrir ça à nos auditeurs, là? Bah, je Un pense petit qu'on cadeau? pourra mettre, ouais, on pourra faire un cadeau, une session d'apnée sous glace offerte. On verra Allez, c'est comment parti. on organise ça. Ça y est, c'est dit. La Freediving Family et Benjamin Allègre de Apnée Léman va vous faire gagner une expérience d'apnée sous glace. Et ça sera retrouvé sur le Instagram pendant la sortie de l'épisode. Bon, bah, trop cool. Yes. Benjamin, quel est ton Ouais. plus grand succès ou tu peux choisir ton plus grand échec dans ta carrière d'apnéiste? Mon plus grand succès dans ma carrière d'apnéiste et mon plus grand échec? Ouais. Plus grand succès, je dirais que c'est pendant mon cours instructeur où je suis passé de 4 minutes en statique à 6 minutes Ouais, en tu fais une six séance, minutes. enfin, en deux séances. Euh, Bah, justement, en fait, le fait d'avoir fait des études dans la préparation mentale, je m'étais encore une fois mis en condition, j'avais utilisé tous les outils que j'avais en ma possession et, euh, et je m'étais vraiment évadé dans mes pensées en repensant à l'armée avec mes amis, euh, la gratitude que j'avais envers tout. Et je sors de l'eau et là, je vois 6 minutes et je fais waouh, comment je peux passer de 4 à 6 minutes comme ça, quoi. Oh, c'est incroyable, c'est énorme. 2 minutes en plus, en 2 séances, c'est monstrueux. Ouais, bah alors j'avais fait plusieurs séances avant pour faire 4, mais du moins le gap était direct passé à 6. Wow. Et toi, aujourd'hui, ton record, il a combien? Alors cet été, cet été, j'ai fait 7 minutes mais à sec. En fait, sur une Wow. session où j'étais seul, donc je suis pas allé dans l'eau. Je me suis dit, allez, j'avais envie justement, ce que je disais au début de l'interview du podcast, d'avoir ce moment dans l'instant présent et puis de me replonger dans mes souvenirs, de m'évader, etc. Et je pars pour une apnée et je me sentais tellement bien que même avec les contractions, j'étais là, ah non, j'ai envie encore de rester un petit peu dans ce Mm. souvenir, comme le matin au réveil, on veut éteindre le réveil pour rester encore un peu plus longtemps endormi. Et bah, rien que le moment où j'ouvre les yeux, je regarde la montre et là, je vois 6,56.
Wow. Et donc pourquoi j'ai respiré? Il me restait quelques secondes, Hmm. mais c'était une belle expérience. Et c'était sans hyperventilation, ça. Sans hyperventilation, mais même sans packing, j'étais surpris de moi-même. Wow. Donc cette année, j'aimerais bien me donner l'objectif de faire 8 minutes et de m'entraîner un peu plus sérieusement Ok, ben pour go. aller chercher Et ce c'est, beau vas-y, chiffre. on va inverser les rôles là. C'est quoi ton objectif? Quelle compétition tu vas faire? Alors j'ai une compétition de Jiu-Jitsu prévue en avril. Pour l'apnée, pour l'instant, je suis mauvais élève, mais j'ai pas encore prévu de compète. Euh, Il y a une je compétition en sais pas si ce février sera. bientôt là avec le NUC sur Nice. Ouais, ouais, j'ai vu au salon de la plongée, j'ai rencontré l'équipe qui m'en a parlé. Mais après, je serai en apnée sous glace ces jours-ci, donc ça va être. Bon, bah, on compte sur Faut que toi pour je- définir ta date de compétition et on va suivre ça. Ouais, je communiquerai ça. Et du coup, D'ailleurs, quel bah, se... tu vois, Ah, le excuse-moi. fait que tu dises ça, ça a d'ailleurs une stratégie pour la fixation d'objectifs. C'est partager son objectif à son entourage. euh, Parce que du moment où on le partage, bah, c'est encore plus engageant. Hmm. Donc, pour toutes les bonnes résolutions 2025, partagez-les à votre entourage. C'est vrai que ça marche trop, ça. Ça marche de Mhm. ouf. Avant d'être freediver, j'étais éco-aventurier et en 2016, j'ai traversé la Manche à la nage. J'ai fait Jersey-Saint-Malo et j'étais allé directement voir le pays Malouin et j'avais dit, ouais, je vais faire ça. Et alors que j'étais pas entraîné Ouais. et j'étais pas prêt en fait. Et derrière, ils avaient écrit un article. Donc tout le monde est venu me voir, quoi, tu veux faire ça? Et derrière, j'avais pas le choix d'être prêt, quoi. Je m'étais. Et ouais, c'est ça. Mhm. C'est vrai que ça marche bien. Bon, du coup, tu t'es engagé devant la FF de faire ta compétition statique là et on te souhaite le meilleur en tout cas. Ok, ouais. Bon, j'ai pas encore posé d'échéance, donc ce sera fait, mais je sais pas quand. Et quel est ton plus grand échec dans le milieu de l'apnée? Donc, grand échec. Je vais dire, comme dit Nelson Mandela, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Euh, L'échec que j'avais vécu, encore une fois, bon, alors j'ai fait une syncope en dynamique sur un peu plus de 100 mètres. Sur le coup, je l'ai vécu comme un échec. Euh, et au final, bah, ça a été un excellent apprentissage. Euh, on en parlait par message avant le podcast, d'avoir un mental trop fort. Hmm. Et, et au final, je me suis pas du tout, enfin, je me suis pas écouté, quoi. J'ai eu les contractions aux alentours des 75 mètres et je m'étais préparé pendant une semaine à me dire de toute façon, même si j'ai les contractions, je continue. Euh, et c'est ce qui s'est passé, quoi. J'avais les contractions et je continuais, je continuais. Je touche les 100 mètres, je fais le virage, je continue, je continue, je continue. Et je me dis, allez, ferme les yeux, concentre-toi. Et, le seul souvenir que j'ai après ça, c'est l'instructeur qui me dit respira, respire, réveille-toi. Puis je me dis ah c'est bon, I'm okay. Il me dit non 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 t'es pas ok. Donc c'était un bel apprentissage déjà avec la visualisation, c'était hyper puissant. J'avais pas visualisé la sortie et bah, grosse erreur quoi. Ok. Donc des fois, ne pas s'écouter, ne pas visualiser les étapes de sortie, ça amène à la Ouais syncope. c'est ça, visualiser le processus dans son ensemble. Hmm. Ok. Donc, plus grand succès, le gap entre 4 minutes à 6 minutes en statique et premier échec avec ce blackout parce que tu t'es pas assez écouté. Après, on Ouais en parlait aussi avec Marlon Noulian. Des fois, il y a des gens, ils s'écoutent, mais ils vont quand même faire une syncope parce qu'ils ont un oxygen drop, ils ont un seuil hypoxique qui est brutal. Donc, même si des fois des gens s'écoutent, ils peuvent aller au blackout à cause de ce seuil hypoxique qui est brutal. Ça, faut aussi le rappeler pour déculpabiliser les freedivers qui ont subi des syncopes. ouais. Et donc raison de plus de faire déjà l'apnée avec un binôme quoi. Mm. Benjamin, c'est qui ta freediving family? Qui t'entoure dans le milieu de l'apnée? Qui sont les gens qui t'inspirent? Mon best buddy, c'est Charles-Élie Borot en ce moment. Donc, il a créé l'association No Limit Apnée. Et puis,
on s'entraîne au lac ensemble. Alors lui, beaucoup plus que moi, là, en ce moment. Il fait des plongées incroyables de nuit au Léman dans 6 degrés, avec des hangs à 44 mètres. Mais non. C'est waouh, Ah, il impressionnant. s'envoie dans le lac de nuit à 6 degrés à 44 mètres et il se fait des agachons. Ouais, c'est le noir total, et puis il part. Et, euh, et surtout que là, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il est super à l'aise dans le froid, sur des profondeurs de 40 à 50 mètres, quoi, dans Oh, c'est 6-8 fort. degrés, donc c'est incroyable. Ah, c'est très très fort. Et toi, comment tu gères la safety? Vous avez défini bien sûr un dive time. Est-ce que tu descends avec une lumière? Alors, là, sur les apnées de nuit, en fait, au lac, que ce soit de nuit ou même de jour, on n'a pas les visibilités qu'on a en Méditerranée ou dans des endroits magiques. Donc, en fait, on est tout le temps en train d'écouter le câble, de Hmm. mettre une petite pression sur la corde pour savoir, bah, tiens, là, on entend la longe qui glisse. On sait la personne bah, voilà, on sent quand elle arrive au fond et qu'elle fait son demi-tour ou alors quand elle tire pour dire qu'elle remonte. Et ensuite, bah, on descend avec une lumière. Et bah, l'idée, c'est pas de se cogner, quoi. Hmm. Donc, ouais. Ok, donc lecture de ligne parce que faible visibilité. Ouais, ouais, ça, c'est tout le temps au lac. Mm. Et comment il s'appelle exactement? Ton Charles buddy? Elie, Charles Elie. Charles Elie, Charlely, c'est tout attaché. Ok, et qui a une association d'apnée aussi au Léman, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et qui est un grand Mm. copain, je crois, de Stéphane Toureau. Ouais, ouais, bah Stéphane, maintenant, il est revenu dans le coin, donc bah, il vient plonger, soit avec Charles Elie, soit ici à Evian. Donc c'est cool, ouais. On avance tous ensemble avec Stéphane, et puis tous les gens qui sont dans l'assaut de Charles Elie ou à l'école apnée léman. Bon, bah c'est cool, c'est bonne ambiance en tout cas à Léman. Les gens qui sont en Suisse ou qui sont dans la région d'Évian, allez plonger avec Benjamin Allègre. Allez plonger sous la glace, là, ça va vous créer des bons souvenirs. Ouais, c'est la saison. Benjamin, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe sur une partie un petit peu plus rigolote de l'émission, le jeu des questions rapides. L'objectif, c'est que tu répondes de manière instinctive le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Croyant ou athée? Croyant. Parent ou pas parent? Mais t'as déjà répondu à ça, t'es pas papa. Ouais, pour l'instant, Je je suis sais pas pas parent. pourquoi je m'étais construit une image mentale de toi, d'un mec de, je sais pas, 38, 39 ans, hyper sage, père. C'est marrant, c'est l'image que j'ai du préparateur mental, hein. Je sais pas ce que ça dit sur moi, mais Ok. bref. Ok, et t'es croyant. Et est-ce que le fait d'être croyant, ça t'aide pour ta pratique sportive ou pour l'apnée? Alors, croyant, mais j'ai eu une éducation, on va dire, je suis allé au catéchisme, etc. Mais bon, je suis pas pratiquant ou croyant. Je suis surtout croyant en l'univers, la loi de l'attraction, être aligné avec soi-même et qu'il y a une force derrière qui t'aide, quoi, quand on a besoin. Ouais. Ok. Alors Ben, est-ce que tu es plus team gendarmerie ou police municipale? Ah, gendarme. Pourquoi tu choisis pas la police municipale? Euh, J'ai un ami qui est dans la gendarmerie. Je voulais rentrer dans la gendarmerie avant d'aller à l'armée, au GIGN. Euh, c'est ouais, voilà. La grande différence, les gens le savent pas en général, c'est que la gendarmerie, les gendarmes, ce sont des militaires et la police municipale ou nationale, ce sont des policiers, ils n'ont pas de lien avec l'armée. Ouais. Est-ce que tu es plus, bah, du coup, homme grenouille ou parachutiste, vu que les dragons parachutistes, c'était le régiment que tu souhaitais rejoindre? Ah, j'ai une fascination quand même pour les hommes grenouilles, hein. Ouais. Le commando Hubert. Du coup, tu as déjà fait de la plongée tech en recycleur? Euh, une fois en Sicile, il y a un plongeur qui m'a fait essayer. Euh, c'est assez sympa, ouais, de plonger en recycleur, ouais. Et Il pendant y a ce ta côté. forme. Et du coup, Ah tu, ouais, vas-y. tu, tu sautais quand même en parachute pendant ta formation? Ouais, ouais, bah, j'ai mon brevet parachutiste. On a passé le brevet para à Pau. Donc c'est l'école qui forme les parachutistes. Euh,
on sautait de l'avion. Euh, voilà, que c'était, bon, c'est une préparation assez spéciale, quoi. Ouais. Ok. Et vas-y, tu peux pas nous raconter un peu des trucs sur ce côté militaire? Moi, ça me fascine parce que pendant des années, j'ai hésité à rejoindre les forces aussi de l'armée. Et comment ça Bah, s'est passé ton premier saut? Comment ils vous coachent quoi les gars? bah, alors, on était à Pau, il me semble que la première fois qu'on y est allé pour 4-5 jours. D'abord, il y a toute une partie à terre où on s'entraîne à sauter. Au début, on va sauter d'une petite table pour apprendre à chuter dès qu'on va percuter le sol, avoir les genoux bien serrés, faire un roulé-boulé. Donc on apprend ça, on apprend les procédures d'urgence en vol en fonction des avaries qu'on a. Euh, et donc après s'être préparé sur quelques jours à terre, bah, il vient le premier saut. Donc on saute tout seul. Donc on est tous, je sais plus de mémoire, je crois qu'on était une vingtaine dans l'avion. Euh, donc il y a le premier qui est dès que la porte elle s'ouvre, bah, voilà, il y a le vide, il y a la petite lumière rouge, exactement comme dans les films. Et vient le moment où on arrive au-dessus de la zone de largage. Et donc il y a le vert en soute et puis le go où bah, là tu suis la personne qui est devant toi. Et puis dès que tu arrives à la porte, tu sautes, quoi. Hmm, Donc c'est un peu, bah, je me suis préparé. Et maintenant, bah, c'est le moment d'y aller et tu peux pas t'arrêter, quoi. T'y vas, quoi. Et s'il arrive quelque chose, bah, tu connais les procédures pour résoudre le problème. hmm. Mais je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y a quelque chose d'automatique qui peut déclencher le parachute si tu le fais pas ou si tu tombes dans les pommes? Alors, en fait, quand tu rentres dans l'avion, tu as un câble qui est au centre de l'avion, enfin, qui est sur un des côtés, et tu vas accrocher ton parachute, ta SOA, à ce câble. Et ce qui fait que quand tu vas sauter hors de l'avion, ce câble va tirer ton parachute hors de ton petit sac et ton parachute va se déployer. Ok, donc c'est Donc, ouverture automatique ouais. pas comme du parachutisme un peu loisir ou sportif. Non, non, non. Là, on était à quelques centaines de mètres du sol, quoi. Ah ouais, Mm. d'accord, ok. Et cette Donc, expérience, je suppose que ça t'aide quand même à bah, gérer tes stress, tes émotions en apnée, quoi. euh, il y avait de tout pendant la sélection. Pendant la sélection, il y en avait qui avaient beaucoup de mal à gérer le stress. On était réveillés de nuit. En fait, on connaissait jamais le programme. Euh, et il y en a un, par exemple, je me souviens, qui était là, ce soir on va être réveillé, ce soir on va être réveillé. Il dormait habillé pour être prêt à partir. Et en fait, il se mettait tellement la pression que, il a fini par faire un malaise cardiaque. Euh, Oh. donc ensuite ben, on a pas mal échangé ensemble sur la prep mentale, sur la gestion de ce stress, de cette anxiété, de cette peur, machin. Et bah, Il a lui, fait pour un le coup, malaise maintenant, cardiaque pendant le saut? Non, 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 donc là c'était en exercice au régiment. Ok, Euh, mais donc il a arrêté la sélection. Il s'est repréparé, il a repassé la sélection et puis là maintenant il est opérationnel au 13, ouais, donc cool. Finalement, il a réussi. il a réussi, ouais. Top. Mais donc Benjamin? il y a d'autres, il y en a qui gèrent facilement le stress, d'autres un peu moins, mais c'est vrai que toutes ces expériences, ça donne des ressources, quoi. Hmm. Merci en tout cas de nous partager ça. Est-ce que t'es plus team froid ou team chaud? Hmm. Oh là là, c'est comme t'es team yin ou yang, bon les froids. Froid? Ok. Est-ce que t'es plus dans les défauts, les 7 péchés capitaux? Est-ce que t'es plus la paresse ou la colère? Ah, paresse totale. Oui. Pourquoi? Euh, non, colère, non. Parce que la colère, au final, de ce que j'ai observé, c'est souvent on se met en colère parce qu'on sur quelque chose qui ne dépend pas de nous. Si on observe une situation, on s'est mis en colère. Je sais pas, par exemple, une personne qui avance pas devant nous en voiture, qui conduit n'importe comment, on se met en colère. Mais c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler, quoi. Et en fait, on veut quelque chose,
on voudrait qu'ils conduisent bien, mais ça dépend pas de nous. Donc on se met en colère. Et c'est ça beaucoup, pour beaucoup de choses. Et donc la colère, non, pas trop. Euh, Par contre, la paresse, ouais, souvent, bah, avant d'être entrepreneur, je procrastinais pas mal. Euh, mais bon, c'est pour ça que j'ai développé aussi pas mal de discipline pour faire les choses, même quand j'ai pas envie. Mais ouais, plus paresse. Ok. Est-ce que t'es plus team Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars? Hmm. J'aime bien Seigneur des Anneaux. J'aime bien ce monde. Hmm. Et si tu devais choisir entre Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux? Ah, Seigneur des Anneaux. J'aime bien ce côté nature qu'on retrouve pas forcément dans Star Wars, dans les vaisseaux. Ok. C'est une question que je pose à pratiquement tout le monde. Aimer ou être aimé? Euh, oh, je dirais aimer. Aimer parce que c'est cool quand t'aimes faire les choses. C'est cool quand t'aimes une personne, tu te sens bien. Quand t'es amoureux, c'est une sensation top, quoi. Que tu ressens pas forcément quand t'es aimé. Non, aimer, c'est cool, ouais. Ok. Plus rap ou reggae? Ah, reggae. Yes, team reggae. C'est vrai que t'as l'air Team d'être un reggae. mec hyper chill, hein. Ouais, c'est pour ça que l'armée, il m'a fait l'esprit libre, le team reggae. Bon. Et quelle est ta citation préférée? Ma citation préférée. Je vois que tu as déjà cité tout à Euh, l'heure Nelson Mandela. Est-ce que tu as d'autres personnes ouais, que t'admires? j'aime bien les citations parce que souvent ça dit en très peu de mots des grands concepts. Il y en a une que j'aime bien en ce moment, c'est que tu penses que tu ne peux pas, que tu peux, dans tous les cas, tu as raison. Ouais, ça c'est Confucius, c'est ça? Euh, je pourrais le retrouver, mais Hmm. Ouais, c'est euh, Confucius. Celui qui dit qu'il peut et celui qui dit qu'il ne peut pas ont tous les deux raison. Confucius. ouais, Là, je suis un grand fan de citations et celle-là, je l'aime beaucoup. ouais. Ouais, ça montre la pouvoir du mental, quoi. Tu peux décider de penser ce que tu veux, quoi. Alors, Benjamin, c'est extrêmement drôle parce que je viens de recevoir un message de Pierre, Ouais. Pierre Debenay, Frenchy Diver, qui sort de la dingue là, qui était collé au fond de son lit. Il a quand même trouvé le temps de me faire un petit vocal pour te poser une question. Donc voici le Ah, super. vocal, je te le mets en direct. Hello Benjamin, c'est Pierre, j'espère que tu vas bien et que tu te cailles pas trop sous la glace en ce moment. J'avais une petite question pour toi. Est-ce que tu penses que en tant qu'apnéiste, on est un petit peu aidé à la gestion du stress et de l'anxiété de par la pratique de notre sport ou tout comme les autres sportifs, ça dépend vraiment des personnalités. Je sais que tu vois beaucoup de sports et de sportifs différents, donc ça m'intéresse de savoir si de base on est un peu aidé. Allez, ciao. Ah, trop bien. Bah, je lui passe le bonjour déjà à Pierre. Euh, ouais, par rapport à sa question, c'est vrai qu'en apnée, euh, en fait, on va le travailler, on va travailler sur cette gestion du stress, j'ai envie de dire constamment. Euh, Parce que l'apnée, souvent, on peut avoir pas mal d'appréhension, notamment quand on parle de verticalité, de profondeur. Donc, on va travailler sur les peurs, se dépasser, en fait, pas se dépasser, mais sortir de sa zone de confort et puis construire une zone de confort, l'élargir petit à petit. Ça va être sur les peurs. Le stress, bah déjà, un stress physique qu'on va pouvoir ressentir, c'est le CO2, cette envie de respirer. Donc, gérer ce CO2 de manière ce CO2 qui est inconfortable, le tourner en mode confortable ou alors neutre, et puis l'accepter. On travaille beaucoup sur l'acceptation, plutôt que de lutter, qui est une sémantique où on va se contracter, et puis souvent on parle de phase de lutte. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Ça va être plutôt une phase d'acceptation que phase de lutte. Et après, par rapport au stress, euh, en fait, quand on est sous l'eau, prenons une situation où euh, on pourrait rester bloqué sous l'eau. euh, Ça va être un stress énorme. Seulement, donc ça va faire monter le rythme cardiaque, ça va agiter le mental. Mais la seule façon de s'en sortir, c'est d'être le plus relâché possible,
le plus zen possible. S'il y a un moment dans ta vie où il faut que tu sois le plus relâché possible, c'est bien à ce moment-là pour être lucide, analyser ce qui se passe et puis se sortir de cette situation. Euh, donc en général, en apnée, ouais, on va travailler sur ses peurs, sur cette gestion du stress, cette acceptation. Et, euh, et c'est en ça que c'est un sport où ça enseigne énormément, quoi. Et plus qu'un sport, on le voit beaucoup, ça transforme la vie de beaucoup de personnes. Donc, ouais. Là, c'est vrai que il y a beaucoup de gens, quand ils découvrent l'apnée, ils l'intègrent complètement à leur mode de vie. Et j'ai pu le voir à Bora Bora lorsque j'avais des élèves qui venaient des hôtels 5 étoiles, qui avaient des postes à responsabilité. Le fait qu'ils pratiquent l'apnée dans leur quotidien, ça avait réduit vraiment 10 à 15%, ils me disaient, leur stress au quotidien. Tu vois, ils étaient beaucoup plus cool. Les tensions, le stress leur coulait davantage dessus, comme s'ils avaient un peu un kawaii émotionnel. C'est ça. Et puis même dans toutes les sessions, sans forcément vivre le stress, mais pour être performant sans être stressé, euh, lors de chaque session, en fait, on apprend à respirer, on apprend à se relâcher mentalement, se relâcher physiquement. Et ça, c'est des outils qu'on utilise pour gérer le stress, quoi, dans d'autres sports. Donc, rien qu'à travers ces outils-là, ouais, les apnéistes, je pense après, on a toujours un trait de personnalité des personnes qui sont anxieuses de nature ou surexcitées. Bon, bah ça fait partie de leur personnalité, mais en général, avec l'apnée, on apprend pas mal de choses, ouais, là-dessus. Super. Bah, en tout cas, merci beaucoup à toi, Benjamin. Merci d'offrir à un des auditeurs ou auditrices de la Freediving Family la possibilité de découvrir l'apnée sous glace. On va vous faire gagner ça sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Donc restez connectés. On vous donnera le process bientôt. Je te laisse le mot de la fin, Benjamin. Ouais. Bah, déjà, hâte de partager cette session sous glace avec la personne qui sera choisie. Pour toutes les autres, bah, pratiquez de l'apnée, venez pratiquer l'apnée sous glace. Rapprochez-vous d'un club qui est vers chez vous, que ce soit en Belgique, en Suisse, au Canada, chez tous les francophones, dans les îles. Euh, et pratiquez de l'apnée, parlez-en autour de vous. C'est le sport le plus accessible au monde. On peut en faire bénéficier les personnes âgées, euh, des personnes atteintes de handicap, des enfants qui vont gérer leur hyperactivité justement avec l'apnée. Euh, les adultes, pour moi, c'est une activité qui, qui permet d'apaiser la société, qui permet de la faire ralentir. Souvent, on a tendance à accélérer, à faire, faire, faire. Et l'apnée, bah, ça consiste à faire moins. Euh, et c'est pas forcément facile pour pas mal de gens. Euh, J'avais le cas, bon, ça rallonge un petit peu la conclusion, mais le cas d'une médecin urgentiste l'été dernier qui, bah, aux urgences, c'est tout le temps speed. Donc elle avait énormément de mal à faire du statique, elle tenait une vingtaine de secondes. Ah ouais. C'était grand max. Et elle me dit, mais au service, ceux qui font rien, c'est les morts. Donc il fallait qu'elle fasse quelque chose. Et quand on est allé sur la verticalité, bah là, il s'agissait de faire quelque chose, de compenser, de tirer sur la corde, etc. Elle est allée à une douzaine de mètres et elle a fait 40 secondes d'apnée, quelque chose comme ça. Donc, bon, l'apnée, voilà, ça apporte énormément de choses et ça vaut le coup d'essayer. Donc, s'il y a quelque chose que vous pouvez essayer en 2025, c'est l'apnée. Ah, c'est génial ton anecdote. Et tu disais aussi que c'est adapté aux enfants et aux personnes âgées. Moi, j'ai une élève que j'adore qui a 74 ans et qui me rejoint bientôt à DAP pour que je l'entraîne. Est-ce que tu as Trop des bien. personnes vraiment enfin, qui ont un certain âge que tu coaches? Euh, Bah, alors comme moi avec Apnée Léman, je me suis surtout pas tant sur la performance ou le haut niveau, mais plus sur l'accessibilité. J'ai envie que l'apnée ce soit euh, répandu autant que le foot, quoi. Que tout le Hmm. monde ait déjà fait de l'apnée une fois dans sa vie. Euh, et donc j'utilise un vocabulaire qui fait que les personnes âgées, les personnes handicapées ou les enfants peuvent venir
Euh, et j'ai eu des personnes âgées, ouais, de 74, 80 ans. Euh, une personne qui m'a bluffé, c'était un papy de 80 ans qui a fait 3 minutes en apnée statique. Euh, donc il avait du coffre. Il était venu pour une initiation, mais au final, il a fait 3 minutes. Euh, À C'était 80 ans? absolument... Ouais, à 80 ans. Ouais, génial. J'étais waouh. Et en fait, il se sentait tellement bien dans l'eau en apesanteur, en fermant les yeux, en les ouvrant, en voyant les jeux de couleurs, de luminosité qu'il y avait. Ouais, c'était assez bluffant. Une personne aussi en situation de handicap qui avait perdu l'usage de ses jambes suite à un accident euh, il y a 2, 3 ans. Et elle est venue cet été sur une session d'apnée de découverte. Donc on a fait de l'apnée statique, on a mis la combinaison en salopette, ce qui fait qu'elle flottait, elle était en apesanteur. Et donc elle était bah, comme les valides au final. Et elle a Ah, fermé les yeux et direct l'image qui lui est revenue, c'était une randonnée dans les Cévennes où elle se souvenait quand elle marchait. Et elle est sortie de l'apnée avec une larme à l'œil en partageant cette expérience. Ça m'a touché, j'ai trouvé ça vraiment trop bien et je me suis dit que ça méritait le coup de communiquer plus sur ça, quoi. Que c'est une activité que les personnes atteintes de handicap peuvent faire. ouais. Souvent, on a l'impression que c'est fait pour les champions ou pour les Homo delphinus ou les extraterrestres un peu de les profondeurs, comme des champions comme Guillaume Néry, Pierre Frolat, Alice Modolo. Et au final, on se rend compte que n'importe quel âge, n'importe où, on peut pratiquer l'apnée, statique, dynamique, profondeur, et on C'est ça. peut, et on peut se sentir mieux. On peut se sentir mieux grâce à ce sport. C'est pour ça qu'on le pratique, c'est pour ça, je pense, qu'on l'enseigne, parce que on est convaincu que c'est quelque chose qui va aider les gens, apaiser la société Ouais. et au final améliorer un peu notre humanité, quoi. Moi, j'ai cette vision de la société que j'ai envie de voir dans le futur. C'est une société plus apaisée, etc. C'est pour ça que j'ai monté cette école et que bah, ouais, c'est ce qui me fait lever le matin, quoi. Je me dis, allez, encore 2 personnes de plus aujourd'hui qui, ben voilà, qui ont découvert quelque chose, que c'est Mm. possible de se relâcher, de faire le vide, euh, et que ouais, ouais. C'est l'apnée au niveau découverte, c'est loin d'être extrême, comme dans le Grand Bleu où on descend à 100 mètres. Non, c'est pas ça, quoi. Mm. D'ailleurs, tu dis que tu aimerais voir une société plus apaisée. Tu n'es pas que instructeur d'apnée ou préparateur mental, tu es aussi un citoyen engagé à travers l'association 180. 180, tu peux nous dire pourquoi et à quoi correspond ce projet associatif? Ah, 180 éléments. Yes. Ah, t'as dû le voir sur mon site. Ouais, 180 éléments, c'est l'association que j'avais créée pour faire le tour du lac Léman à la nage. Euh, J'étais maître nageur bah, pendant le Covid, je pouvais pas partir à l'étranger, faire mes saisons à l'étranger. Donc, j'ai fait maître nageur sur les rives du Léman. Et en voyant le lac, bah, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas l'autre côté du lac Léman, le côté suisse. À côté de Lausanne. Ouais. Et en fait, un matin, comme je m'entraînais aussi pour l'armée, je suis parti d'Évian à la nage pour aller travailler à Saint-Gingolph, côté de la frontière suisse. Et je me suis dit, ah, mais si je nage comme ça tous les jours, je peux faire le tour du Léman. Et donc, ça a été un projet en fait, je me suis dit, bah, je vais en profiter pour présenter la région. Comme c'était une première, faire le tour du Léman à la nage, ça s'était jamais fait. Euh, J'en ai décidé pour présenter la région lémanique sur le plan culturel, environnemental et sportif, et communiquer sur la gestion de l'eau, sur l'environnement. Donc, à chaque étape, il y avait un stand. Je nageais entre 20 et 30 km par jour sur un peu plus d'une semaine. Et, euh, et ouais, ça a fait le tour. Donc ça, c'était 2 semaines avant de rentrer au 13e RDP. C'était un peu le stress pour pas me blesser justement juste avant la sélection. Et ouais. Ouais, génial. Bah top, j'ai l'impression, Benjamin, qu'on a parlé de tout. Va falloir que je fasse un peu de montage pour cet épisode parce qu'au final, j'ai rajouté des questions Ouais. non prévues. Mais en tout cas, c'était super intéressant de reparler de l'accessibilité de notre sport, que ce soit aux enfants, aux personnes handicapées, aux personnes âgées. C'est l'apnée pour tous, c'est vraiment un sujet pour notre sport. Il y a même un groupe de la FFESSM qui a été monté
là-dessus. Si je devais quand même continuer de poser des questions, ça serait ton expérience de coach à Tenerife, à Apnea Canaria, parce que tu as quand Ouais, même fréquenté des coachs bien forts, bien solides, comme Miguel Lozano, ouais, Santiago Miguel Lozano. Jacas, Omar Morad, Daniel Calvo. Tu peux nous parler un Ouais. peu de ton expérience, cette fois non pas sous l'eau glacée, mais dans les eaux chaudes de Tenerife? Bah, Tenerife, donc ouais, j'ai rencontré toutes ces personnes-là, et c'est bah, dont Stéphane Toureau aussi, et d'autres apnéistes que j'ai croisés ici en France. Euh, c'est une super école déjà parce qu'ils ont des bonnes conditions. C'était monté il y a longtemps aussi. Ils sont vraiment spécialisés sur la verticalité, la profondeur, là où Stéphane s'entraîne, Miguel Lozano et d'autres champions espagnols. Euh, c'est une chouette école. Ils ont aussi un accès à la piscine, donc ça fait piscine et verticalité, c'est assez complémentaire. Euh, ouais, c'est aussi une destination où il y a pas mal d'étrangers qui viennent. Euh, Bah forcément, c'est sur l'île des Canaries, donc il n'y a pas que des Canariens qui viennent. Et c'est assez riche, quoi, parce que ça permet de voir différentes cultures, différentes problématiques aussi, avec beaucoup d'élèves différents. Et ouais, Et c'est là où tu as fait ta bénéfice formation aussi. d'instructeur? Ouais, Toi, t'es c'est instructeur là. AIDA ou instructeur Molchanov ou SSI? Alors, j'ai passé le monitorat, l'instructeur Molchanov en premier, et ensuite j'ai passé le crossover AIDA, parce que comme je voulais enseigner, je voulais pas enseigner que dans une seule organisation. Et ouais. Ok, et aujourd'hui, t'es instructeur trainer ou t'es master instructeur? Non, 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 je suis instructeur, je peux former les niveaux 1, 2, 3 AIDA, Ok. 1, 2 Molchanov. Donc, il me reste encore quelques certifications à faire pour. Bon, en tout cas, si un jour tu veux faire une formation AIDA 4, je peux venir dans ton école si tu as besoin. Ouais, bah, avec plaisir, je t'inviterai au Léman, tu viendras découvrir le plan d'eau, avec grand plaisir, ouais. Ouais, carrément. J'ai rarement plongé en lac, mais bon, je t'avouerai que je suis très très bien dans les eaux chaudes de Dahab. Bah, c'est complémentaire, hein. Tu me parlais tout à l'heure de, du squeeze, de se contracter ou alors du relâchement. Ça, c'est le fait de le travailler dans des conditions un peu plus dures. Je pense que ça peut être super bénéfique pour après aller dans les eaux chaudes, quoi. Non, mais c'est sûr. Là, je discutais avec une fille sur les réseaux sociaux qui va venir s'entraîner avec moi. En fait, elle faisait son mouse feel en lac jusqu'à 55 mètres. Ouais. Et quand elle est passée en eau chaude, direct, elle a fini à 60 mètres parce que c'était pas du tout le même relâchement. C'était beaucoup plus facile en eau chaude. Donc c'est clair qu'il y a un avantage à venir s'entraîner dans des eaux froides, dans des eaux obscures et plonger dans de l'eau douce où on coule beaucoup plus que dans l'eau de mer où c'est salé. Donc Bah, il y a... par exemple, Charles Elie, lui, qui plonge là, qui fait les plongées à 44 mètres, 50 mètres, de nuit, dans 6 degrés, etc. En fait, comme il passe son temps à se concentrer sur son ressenti, bah, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, enfin, en fait, peu importe, il a développé cette sensibilité-là, et puis maintenant, il fait des trucs assez incroyables, quoi. Donc, ouais, je Yes, pense que c'est bénéfique pour tous les compétiteurs. Faites un petit stage en lac pour perfectionner tout ça. super. Bon, ben Benjamin, je crois qu'on va terminer là-dessus. Ouais. Merci beaucoup pour tes conseils sur ma peur de me blesser pour m'aider vers mon objectif de sélection en équipe de France. Merci pour ton partage d'expérience dans l'armée, parmi l'équipe de sélection, enfin, on va dire du régiment des dragons parachutistes. Merci pour ton temps. Et là, je te laisse le mot de la fin pour de vrai. Bah, merci à toi qui a déjà créé ce podcast, qui participe à justement démocratiser un peu plus l'apnée. Merci à tous ces champions d'apnée, des athlètes de haut niveau qui justement font fasciner les personnes qui vont pas à ces profondeurs-là. Euh, Merci à tous les instructeurs qui font découvrir l'apnée justement à notre société. Euh, j'ai envie de remercier aussi la ville d'Évian qui accueille bah, l'école Apnée Léman parce que c'est top d'être aidé par une mairie qui voit le potentiel dans cette activité. Et
Et, euh, et voilà, faites de l'apnée. Faisons de l'apnée, ouais. En fait, j'ai encore envie de te poser des questions. J'ai envie de te demander, mais attends, est-ce que tu as envie d'organiser des compétitions à Léman et qui t'aimerais que j'invite? Euh, alors, ouais, organiser des compétitions au Léman, moi, ça me plairait bien. Bah déjà parce que le spot où j'ai l'école, il s'y prête à 100%. On a un bassin olympique de 50 mètres pour faire le dynamique. On a un bassin de statique. Et puis directement en partant du bord, on a plus de 50 mètres de profondeur. Le lac Léman, il va jusqu'à 310 mètres. Donc il y a de la Waouh. marge. Euh, je pense que relancer les compétitions en lac, ça pourrait être intéressant. Euh, Ça travaillerait différemment l'apnée. Il y aurait aussi des records qui pourraient être battus sur l'aspect lac. Parce que maintenant en mer, ben, on arrive quand même à des profondeurs assez incroyables. Donc en lac, ça permettrait de travailler différemment. Euh, et après, sur des personnes que tu pourrais inviter, bah, notamment sur le froid et cette spécificité, bah, il y a mon collègue Charles-Élie Bourreau, je trouve, qui est super intéressant dans sa pédagogie et comment il travaille, comment il s'entraîne. Euh, sur le sport santé, je pense à un enseignant qu'on avait au BPGEPS, au CREPS, à Jean-Michel Hannibal, Hmm. qui travaille là-dessus, qui Jean-Michel permet... Hannibal, c'est un grand chasseur, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Mais il travaille aussi le sport santé. Donc en Ok. fait, euh, les médecins prescrivent de l'apnée. Donc la séance est remboursée. Mais non, ça Et passe ça maintenant en France? ouais, ouais, ouais. Mais non. Alors il faut avoir la qualification soit APA, activité de sport adaptée, euh, ou alors passer une formation sur le sport santé. Mais ça, je trouve ça trop bien parce que les expériences qu'il nous a racontées ou des personnes qui revenaient d'une opération, qui revenaient d'une maladie des poumons, au final, elles arrivaient même pas à retenir leur respiration 10 secondes. Et à la fin d'une dizaine de séances, elles faisaient 25 mètres sous l'eau, quoi. Hmm. Euh, donc il y a lui pour partager cette expérience là-dessus. Euh, ouais, c'est ces deux personnes à qui je pense en ce moment. Ok. Et Bah, super voilà. intéressant. Bon, mais je crois qu'on s'est tout dit. Ouais, et puis on garde le contact et, euh, et n'hésite pas, pareil, sur ça, sur ton objectif, si tu veux qu'on continue à échanger là-dessus, c'est Ouais. volontiers. On pourrait imaginer un deuxième call enregistré, par exemple, ça pourrait être drôle avec les Ouais, outils. Bon, merci à toi, Benjamin Allègre de l'école Léman Apnée. Apnée Léman. ouais, Avenez les mains. En tout cas, merci de nous faire gagner une expérience d'apnée sous glace chez toi, à côté du lac Léman. On va vous faire gagner ça bientôt. Yes. Allez, on conclut là-dessus. Salut Julien. Merci Benjamin pour ta participation à la Freediving Family et surtout merci d'offrir à un auditeur ou une auditrice la possibilité de gagner une initiation à l'apnée sous glace. Franchement, j'aurais bien aimé vous rejoindre, mais je préfère rester au chaud à Dahab. Pour participer et peut-être gagner cette initiation à l'apnée sous glace, c'est très simple. Allez sur la page Instagram Freediving Family, le podcast 100% apnée ou apnée Léman. Vous vous abonnez aux deux comptes. Ensuite, vous taguez 3 amis en commentaire. Vous partagez le post en story. Et ensuite, on fera un tirage au sort avec une application spécialisée. Les résultats seront communiqués sur Instagram le 10 février. Et ce bon cadeau aura une durée de vie de 1 an, donc jusqu'au 10 février 2026. Voilà les amis freedivers. Je vous remercie du fond des poumons pour la force que vous m'envoyez chaque semaine, via vos messages, vos likes, vos commentaires. Et puis un merci spécial à Inès, Arthur et Sophie qui sont devenus des tipeurs et qui m'aident à payer les frais du podcast. Par exemple, Arthur, il m'a donné 10 € par mois. Je trouve ça complètement ouf. Donc merci Arthur. Vous êtes des oufs. Voilà. Je vous embrasse fort. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous, cœur et bienveillance. C'était Julien Moreau pour la Freediving Family. À vous les studios.
Bonjour la Freediving Family, c'est Benjamin Allègre de l'école Apnée-Léman. Apnée-Léman est une école située près de Genève, au cœur du centre nautique d'Évian-les-Bains, dans l'une des plus belles piscines d'Europe, classée au patrimoine. Dans ce cadre exceptionnel, l'école propose des cours en piscine et dans la verticalité du lac Léman. Elle initie à l'apnée, dispense les niveaux Molchanov et Aïda et organise des entraînements en eau froide. Spécialisée en préparation mentale et gestion du froid, Apnée-Léman offre l'opportunité de pratiquer l'apnée sous glace, une expérience qui renforce la confiance en soi. Ouverte toute l'année, des jeunes aux seniors, l'école enseigne le lâcher-prise, favorise l'écoute de soi pour une société plus sereine.